Taver Marangam Savo, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps. Et bienvenue sur nos antennes. Alors avec vous, on va décrypter un tant soit peu l'actualité de l'heure en ce qui concerne le pays. On va parler dans un premier temps de la visite du président français à Libreville. Quels commentaires au sujet justement de cette arrivée en terre gabonaise? Il ne faut pas que cette arrivée soit considérée comme pour récompenser un bon élève par rapport à des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont mis dehors la France. Le Gabon est un pays souverain. Le président Oligui a été souvent de fois en France. Il est tout à fait normal que le président français vienne au Gabon. Bien sûr qu'il faut être pragmatique et réaliste. Les choses ont changé. Les conditions qui étaient celles d'Omar Bongo vis-à-vis de Pompidou, vis-à-vis de Mitterrand, vis-à-vis de Chirac, ce sont des conditions qui marquaient bien le prolongement des accords obtenus ou subis à la suite des indépendances. On donne l'indépendance, l'accord de l'indépendance, à condition de respecter les accords de coopération. J'ose espérer que ces accords de coopération auront évolué et que le Gabon pourrait avantageusement discuter d'égal à égal avec la France et surtout montrer à la France que nos productions, les résultats de ces productions, de ces ventes ne doivent pas être l'occasion pour la France de les conserver au trésor français, mais que cela doit être rendu disponible pour le développement du Gabon. J'espère que Macron a vu, en visitant les chantiers, mais il n'a pas été à l'intérieur de Libreville, dans les sous-quartiers, pour montrer qu'il y a une face visible, mais la face cachée montre qu'il y a du chemin encore à faire et que le Gabon a besoin de moyens financiers, surtout que le Gabon a besoin d'une bonne gouvernance pour que, non pas qu'on rattrape le retard, mais pour qu'on avance dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Alors, Monsieur le Président, si vous avez suivi, le président Pescota Oligui Nguema a clairement présenté la volonté de Gabon d'élaborer un partenariat gagnant-gagnant, mettant en avant le fait que le Gabon désormais va transformer localement ses matières premières. Également, les Gabonais qui espèrent que ces partenariats qui ont été signés, sur lesquels se sont accordés les deux présidents, auront un impact sur la vie sociale. Il faut d'abord souhaiter que la volonté du Gabon de n'être plus un pays pourvoyeur de matières premières, se contentant de développer son secteur primaire, qu'il y a désormais le secteur secondaire, la transformation, mais aussi le secteur tertiaire, c'est-à-dire s'assurer que tout ce qu'on aura transformé nous-mêmes, nous allons trouver des consommateurs. Parce que c'est en cela qu'on doit interpeller la France et tous les pays occidentaux pour qu'ils acceptent que ceux qui, eux, leurs industries de transformation se ferment au profit d'un pays comme le Gabon, qui a pour lui d'avoir et la matière première et la volonté de transformer ces matières premières. Mais il y a un troisième volet. Le consommateur final, c'est lui qui dicte finalement la loi et qui impose les prix. Donc il faut s'assurer que petit à petit, nous soyons aussi consommateurs, c'est-à-dire que
ces matières premières nous servent à un moment ou à un autre de notre évolution. Donc, c'est la seule crainte que je perçois, mais j'ai toujours encouragé le président Oligui à s'émanciper quelque peu. C'est pourquoi, vis-à-vis d'Assala, j'ai souhaité l'accompagner pour l'acquisition d'Assala. Malheureusement, je suis un peu meurtri de voir comment on a utilisé ces fonds, comment les gens se sont partagés ces fonds, comment ils se sont donné des bonus, alors que ceux qui ont souffert à réunir ces fonds ont été complètement oubliés. Mais qu'à cela ne tienne, je sais par ailleurs qu'on dit chez nous que celui qui participe à la pêche ne bénéficie pas souvent de grand chose. Donc, c'est le sens de l'abnégation. Ils ont fait ici à Pierre-Claver, Maranguin de Savoie. Dans tous les cas, Monsieur le Président, restons dans le cadre de cette sortie du Président de la République lors de l'arrivée du Président Macron. Dans le cadre des accords judiciaires entre le Gabon et la France, Brice Clotaire Oligui Nguema a quelque peu demandé à la France, on va le dire comme ça, son aide dans l'extradition de la famille Bongo Valentin. Quel commentaire? Ce que je trouve regrettable, c'est qu'il l'ait demandé. Qu'il le demande en aparté, je peux comprendre, mais devant tout le monde, qu'il se présente en position de demandeur, alors que ces accords de coopération, les accords d'extradition, concernent ceux qui sont signataires. Et c'est en aparté qu'il aurait pu rappeler cela. Ce qui a déploré aussi, c'est que dans cette séquence, il est montré ses faiblesses. C'est-à-dire que dire qu'on peut rendre compte au président Macron, qui n'en avait pas besoin, des problèmes du Gabon concernent les Gabonais, ne concernent pas la France. Et dire que Ali Bongo, Sylvia, Noureddine ont pillé le Gabon, c'est reconnaître que bien avant Ali Bongo, il y avait Omar Bongo, et que tout le système est un système qui a pillé le Gabon. Et quand on regarde de très près, on a des craintes d'être aussi concerné par ce pillage soi-même. Et par conséquent, il n'avait pas besoin d'être comme quelqu'un qui devait absolument rendre compte de sa gestion au président français. Ce n'était pas utile. Et surtout, ce n'était pas utile qu'il puisse nous dire des contre-vérités en disant que Ali Bongo et Sylvia et Noureddine ont fui, alors que nous savons tous que c'est lui qui a décidé de les faire partir. Ce sont des membres d'une seule et même famille. Qui traduit ces contre-vérités selon vous, Monsieur le Président? Non, tout le monde sait que avec la pression des autres chefs d'État, avec la pression de l'Union africaine, avec même la pression de la France, Ali Bongo est parti passé par la grande porte pour quitter le Gabon, qui n'a pas fui. Et on ne peut pas accuser le président angolais, président de l'Union africaine, d'avoir extirpé des geôles du Gabon Ali Bongo, son épouse et son enfant. Ils sont partis parce que le président a bien voulu qu'ils partent, il a organisé. Maintenant que les Gabonais se mettent à crier au scandale parce que cela n'était pas là, mais même ceux qui crient au scandale savaient bien que le président Ali Bongo et sa femme et son enfant n'allaient plus revenir pour prendre part à un quelconque procès. Il faut l'assumer. Il ne faut pas être obligé de se discréditer en se reprenant, à moins qu'il n'ait pas vu lui-même
ce que les Gabonais ont vu, c'est-à-dire que des dénonciations de Noureddin par des vidéos qui ont fait florès sur la toile, ce qui serait alors extrêmement grave. Hein, donc je pense que en dehors de cette séquence d'autoflagellation qui montrerait que Macron est au-dessus de notre président et que notre président est tenu de lui rendre compte. Je pense que dans les relations internationales, c'est une faute. Je sais, il est jeune, il apprend à gérer le pays, et ça, il ne doit pas le dire parce qu'il n'a pas de compte à rendre à Macron dans des questions qui concernent la gestion du pays, la vie du pays, la vie privée, en quelque sorte, qui ne concerne que les Gabonais, et il ne doit rendre compte qu'à des Gabonais. Il s'adresserait il aurait fait une adresse au peuple gabonais, on aurait compris, mais s'adresser comme ça au président français, qu'est-ce qu'il peut attendre du président français qui visiblement était gêné, n'est-ce pas? C'est votre dites. Non, mais bon, je ne suis pas né de la dernière pluie, et si je suis vieux, c'est parce que j'ai vécu. Dans tous les cas, Monsieur le Président, nous avons évolué. On parlait déjà de procès, des faits sont reprochés à des individus. Il y a eu un procès d'ailleurs, et il y a des condamnations. Qu'est-ce que vous en pensez de ces condamnations-là? Moi, je ne peux pas juger les décisions de la Cour criminelle spécialisée. Il ne me revient pas d'en faire même des commentaires désobligeants. Mais nous constatons que le procès a laissé un goût amer, parce que ceux qui auraient pu être jugés et parce que responsables ne l'ont pas été, même si ce n'est pas contumace. Et ceux qui visiblement étaient au cœur du dispositif en dehors d'Ali Bongo, c'est-à-dire le trésorier et en général, c'est-à-dire aussi celui ou ceux qui ont géré le compte spécial de la République et qui était considéré comme le compte spécial du président au sein de la BGFI. La BGFI elle-même, considérée comme une entreprise de blanchiment de l'argent de tous nos pays d'Afrique centrale, n'est-ce pas? Tout cela aurait pu faire l'objet d'interruptions momentanées du procès pour écouter les uns et les autres, du moins ceux qui étaient encore rattrapables sur le territoire national, pour qu'ils viennent donner quelques explications, par respect pour les populations, par respect pour l'opinion publique. Monsieur le Président, vous avez parlé entre autres de la famille Bongo, le président de la République déchu, en tête desquels, et la Young Team. D'autres noms également ont été cités, ils sont attendus à la barre. Ce ne serait pas l'occasion, selon vous, de finalement faire un procès qui laisserait un goût d'inachevé ou un goût amer, comme vous l'avez dit tantôt? Est-ce que on se rend compte par ce procès que ce n'étaient pas les magistrats qui ont voulu de ce procès, que ce procès leur a été imposé? Parce que quand on juge, et qu'on soit juriste ou pas, mais de bonne foi, si quelqu'un est cité et qu'on estime qu'il a joué un rôle important dans le dévoiement des finances publiques, on le fait venir à la barre comme témoin assisté. Ce qui n'a pas été fait. Koubgé, c'est lui qui gérait le compte spécial du président de la République
à BGFI. Ceux qui lui ont confié cette tâche ont estimé qu'il était quelqu'un de fiable pour eux, pour que contre toute attente, on modifie les textes réglementaires, les textes de loi, pour que n'importe quel quidam, pourvu qu'il ait une formation financière, se retrouve à la tête de la comptabilité publique. Ça, c'est Brice Clotaire Oligui, plutôt Lacruche Alianga, qui a été à la manœuvre pour sortir Koubgé de BGFI et l'amener, parce qu'il était très docile, et l'amener à la tête du Trésor pour continuer les exactions vis-à-vis des finances publiques. Donc, nous constatons que il a eu un rôle à jouer, non pas pour l'incriminer, parce qu'il n'a été là que pour obéir. Plus il obéissait aux ordres, plus il était apprécié de ses supérieurs, ses chefs. Au point d'en faire maintenant un administrateur de la Banque des États d'Afrique centrale. J'entends certains dire qu'il n'est plus au Gabon. Non, un administrateur ne vit pas à Yaoundé. Il participe à des conseils d'administration, mais est au Gabon. Il reste conseiller spécial du président. Administrateur, il n'est pas le seul à avoir été administrateur du Gabon au compte du Gabon pour la gestion de la BAC. Toutoum Jacqui, pour ne pas le citer, François Toutoum Eman, est resté administrateur pendant longtemps. Sa signature était pendant longtemps sur les billets de banque. L'administrateur vise sur les billets de banque. Vous voyez quelle responsabilité on a confiée à Koubgé, de celui qui gérait le compte où on blanchissait l'argent de l'État au Trésor, où il a été une véritable passoire, et il a souvent été récompensé, et maintenant il est administrateur de la BAC. Donc c'est pour cette raison que, quand on a demandé qu'on puisse avoir une commission justice, vérité, pour qu'on se réconcilie, et puis pour qu'on adopte de bons comportements qui cadrent avec la volonté des uns et des autres d'assumer désormais un développement indépendant, ça suppose que cela, linge sale soit lavé et qu'on sache qui est responsable de quoi et ce qu'il faut désormais ne plus faire pour garantir à nos populations un bien-être qu'ils attendent depuis longtemps. Une question tout de même me revient à l'esprit, Monsieur le Président. Lorsque Ali Bongo fait son AVC, vous êtes vice-président de la République. Vous pensiez que rester à ce poste-là des années durant aurait un petit peu freiné les ardeurs de la Young Team en ce qui concerne des tournements de ces montants aussi faramineux et vertigineux? D'abord, vous me donnez l'occasion de dire que lorsqu'un chef d'État connaît une telle situation, ce n'est pas la famille qui doit le prendre en main. Mais ici, la famille a recherché, parce que le pouvoir doit rester dans la famille, tant au sens nucléaire qu'au sens africain du terme, il fallait tout faire pour non pas protéger l'individu, mais protéger le pouvoir. Pour moi, dès l'AVC annoncé, la Cour constitutionnelle devait me faire prêter serment
puisque on n'a pas annoncé qu'il était décédé, qu'on a annoncé qu'il avait eu un AVC, même si on parlait de fatigue sévère. Vous savez qu'aux États-Unis, même un jour d'indisponibilité entraîne que le vice-président prête serment. Donc j'aurais dû prêter serment pour que dans la phase d'empêchement relatif, je puisse assumer les missions de chef d'État. Ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a jamais considéré que le pouvoir était tout autre chose qu'appartenant à un homme ou à une famille. C'est un pouvoir étatique. Ça, c'est une erreur grave de la Cour constitutionnelle, mais qui était aussi sous pression. La deuxième chose, c'est que cette situation de confusion a entraîné que le directeur de cabinet, c'est-à-dire Lakucha Lianga, aidé en cela par le président de la Cour constitutionnelle, qui elle-même était menacée, et sous la pression de Noureddine et de Sylvia, la confusion était telle que même quand j'ai présidé le seul conseil des ministres que j'ai eu à présider en l'absence du chef de l'État, je n'ai pas pu signer des décrets. Et pourtant, ces décrets sont entrés en activité. Vous voyez, c'est tellement grave de le dire aux Gabonaises et aux Gabonais. Vous présidez une réunion, des décisions en sortent, mais vous ne signez pas. Et vous êtes censé avoir présidé cette réunion. C'est-à-dire, vous avez marqué le début de l'intérim. Ensuite, la confusion. Nous sommes allés, pour les Gabonais, ensuite, j'ai parlé de la gestion familiale du pouvoir. Pourquoi? Parce que Noureddine est venu pratiquement nous tenser, nous, vice-président de la République, Premier ministre et président de la Cour constitutionnelle, en nous menaçant que si son père venait à perdre la vie, nous serions responsables parce que les institutionnels que nous étions voulions absolument que le président aille au Maroc et non à Londres, où nous avons appris qu'à Londres, il serait traité comme n'importe quel citoyen, sans une précaution particulière. Or, au Maroc, il y avait son frère, on connaissait les relations avec le roi du Maroc, et qu'il serait bien traité pour une période de convalescence, de suivi, de rééducation. C'est pour cette raison que nous sommes allés voir dans quel état il était, comment il était installé, est-ce qu'il avait un bon suivi médical, est-ce que nous pouvions repartir tranquille et rassurer le peuple gabonais sur, non pas son incapacité ou son aptitude, puisqu'il était inapte. Le problème ne se posait pas. À ce moment-là, le président, tout le monde savait qu'il était inapte. Mais nous ne sommes pas partis pour ça. Nous sommes partis pour voir si les conditions de prise en charge correspondaient à ce que nous avions pensé, pour que, dans les délais prescrits par la Constitution, soit que nous déclarions la vacance définitive, mais qu'il fallait engager la vacance relative, c'est-à-dire l'empêchement relatif, avec un intérimaire qui était le vice-président de la République. La Constitution a des faiblesses et la Cour constitutionnelle aurait pu tout simplement se prononcer sur la durée de cette période d'intérim. Est-ce que l'intérim, quand le chef de l'État est malade, avant de déclarer la vacance définitive, c'est de 3 mois,
c'est de 6 mois, c'est de 1 an. C'est ce qui devait être réglé par la Cour constitutionnelle. C'est quand même difficile en ce moment, Monsieur le Président, lorsque la délégation revenue du Maroc garantit aux Gabonais que le président se porte bien, qu'il a juste besoin de repos. En ce moment, on se demande est-ce qu'on a nécessairement besoin d'une vacance de pouvoir ou non. On n'a pas dit que le président se portait bien. Qu'il allait mieux. En tout cas, on l'a tous vu à la télé, on l'a entendu. Bon, le président rassurait de ce que le président allait... Vous ne pouvez pas comprendre. Et on ne demande qu'à comprendre. Je vous comprends que vous ne puissiez pas comprendre. Nous, on ne demande qu'à comprendre, Monsieur le Président. Si vous demandez à comprendre, comprenez quelle est la responsabilité d'un vice-président de la République par rapport à un peuple qui a un président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui est malade. C'est pas ce vice-président-là qui viendra dire au peuple que le président est dans une situation où il ne reconnaît personne. Que moi je puisse dire, je puisse le constater moi-même, mais je n'ai pas à le dire. Ce n'est pas pour cela que je suis allé. Je suis allé pour voir s'il était bien installé, s'il était bien pris en charge et rassurer le peuple gabonais sur le fait que le président, qu'on a vu assis dans un fauteuil, était bien pris en charge, que tout va bien, qu'il est bien pris en charge et qu'il faut attendre. Et j'ai rajouté que ce cas que nous vivons est le cas que nous avons vécu, bon, pour ceux qui étaient déjà nés, que nous avons vécu en 1966-67 avec le président Léomba, lorsque le jeune vice-président Albert Bernard Bongo est allé en France quérir les instructions du président de la République pour la continuité de l'État, jusqu'à ce que on déclare Léomba décédé. Jusque dans ce cas, on déclare le président de la République, Ali Bongo, inapte au service ou apte à reprendre le service. Vous comprenez? Parfait. Et que le vice-président de la République serait devenu un fou, allié, un irresponsable, de venir déclarer au peuple gabonais que, à la fois, il est apte, parce qu'il était inapte, et on n'avait pas besoin de cette précision, puisqu'il était hors du pays, ou que le président était inapte. Ce n'était pas à lui de le déclarer, c'était au médecin, et la Constitution prévoit que ce n'est pas le vice-président qui est attaché au président qui peut le déclarer, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui réunit le gouvernement, évidemment sous la présidence du vice-président de la République, pour déclarer la vacance du pouvoir, mais l'initiative vient du Premier ministre. Et le Premier ministre a failli prendre cette initiative, mais il a été, j'allais dire, pour employer un mot trivial, dégommé de ses fonctions, sans que le vice-président ne soit informé, parce que quand je dis qu'on a voulu montrer que le pouvoir était familial, le fait qu'on n'ait pas organisé sainement l'intérim a fait que, vous avez vu le président de la Cour constitutionnelle prendre 2 ministres, aller au Maroc, leur faire prêter serment à l'ambassade du Maroc devant le président de la République. Tout ça, c'est des choses qui devaient être plutôt dénoncées par un public averti, par un peuple averti, par des journalistes avertis, parce que vous ne pouvez pas être président par intérim et celui pour qui vous assurez l'intérim va continuer à faire comme si de rien n'était. Quand on nomme Kogé Bekale, on fait venir le président à Libreville. C'était une mascarade de prestation de serment. Parce que le président, à ce moment-là, moi j'étais meurtri. J'étais sur le point de décrocher. Je dis, était ballotté ici et là, qui ne savait pas ce qui se passait.
Mais c'était orchestré par le président de la Cour constitutionnelle, par le directeur de cabinet, pour tout simplement conserver le pouvoir. Dans tous les cas, Monsieur le Président, c'est désormais une histoire ancienne. Hein, c'est de l'histoire ancienne, mais il ne faut pas que cela revienne. C'est pourquoi il faut organiser l'État avec les conditions d'un État, avec une constitution qui garantisse une survie de l'État, au lieu chaque fois de faire des coups d'État dans des coups d'État, c'est-à-dire pour conserver le pouvoir dans une famille, on est obligé d'engager des contorsions qui font que nous arrivons à un moment où Bla, Noureddine et Sylvia, sa mère, se disputant le pouvoir, ils ont mis Bla et Lengoni en prison, et est arrivé la Young Team avec le coordinateur général des affaires présidentielles, n'est-ce pas, et qui ont commis ces dérapages, mais ces dérapages ont existé avec Bla. Est-ce que vous savez que pendant que j'étais vice-président, je n'avais que mon salaire, 5 millions, dont 1 million de logement, donc 4 millions de salaire, plus 1 million pour l'indemnité de logement. Je n'avais pas de véhicule de fonction, je n'avais pas de véhicule de service, et moi-même, j'ai dû acheter mon mobilier pour meubler mon bureau. Pendant ce temps, j'apprends qu'il y a eu des bonus, qu'il y a eu des gens avaient de l'argent, mes collaborateurs, qui étaient aussi à la présidence, alors que les autres collaborateurs du président bénéficiaient des fonds politiques, et mes collaborateurs et moi-même n'en bénéficions pas. Donc, vous savez que c'est douloureux de l'apprendre, et c'est scandaleux, c'est même, je vous assure qu'il faut se retenir pour ne pas crier partout sur cette façon de gérer le pays, de sacrifier les uns par rapport aux autres, et de penser que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous allons juste rappeler à nos internautes que nous sommes avec Pierre Claver Amarangamsavo, ancien vice-président de la République gabonaise et président du Parti social-démocrate. Monsieur le Président, on parle d'hégémonie de l'UDB au Parlement et dans les collectivités. A-t-on une menace pour la démocratie, selon vous? Mais, comme vous le dites, quand un parti est hégémonique, qui ne mériterait pas d'avoir cette hégémonie, qu'est-ce que l'UDB a déjà fait pour que le peuple gabonais lui fasse confiance et qu'il lui donne tout le pouvoir? La réalité, c'est que nous sommes dans les détournements. Les fonds publics ont servi plus à l'UDB qu'aux autres formations politiques qui en ont été privées. Ça, c'est dingue. Je sais que l'UDB a bénéficié de l'aura présidentielle, mais cette aura est le fruit du travail de tous. C'est-à-dire qu'il a eu 94,85%. Eh bien, ce sont des Gabonaises et des Gabonais qui se sont mis sur le terrain, qui ont demandé à voter pour lui. Ça a été la même chose en 2023. Quand l'opposition se mettait derrière quelqu'un, tout le monde allait dans ce sens. Qu'il ait mérité ou pas, qu'il ait un programme ou pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette hégémonie s'exerce. Si vous demandez à quelqu'un de l'UDB quel est le programme que tu vas aller défendre ou que vous allez aller défendre à l'Assemblée nationale, il ne saura pas vous répondre parce que le programme, il n'y en a pas. Et il n'y a que le président qui sait ce qu'il a envie de faire. Et la crainte que j'ai, c'est que nous tombions dans les mêmes travers et surtout dans le désarçonnement, mais y compris les membres du gouvernement, qui sont obligés de suivre et qui ne font plus rien. Parce que tout est fait par le président de la République qui est hyper actif, il voyage tout le temps, il est à l'intérieur du pays, il va contrôler ce qu'il a fait, mais même Dieu le Père a ses délégués sur terre. Et lui, tout jeune qu'il est, il ne faut pas qu'il se fie
à sa jeunesse, il faut qu'il délègue, il faut que... Non, mais après, Monsieur le Président, désolé de vous interrompre, on a vu des chefs d'État délégués et le travail n'a pas suivi. Écoutez, il faut qu'il délègue, et il faut surtout qu'il ne commette pas l'erreur de penser que, comme d'autres, que les fonds de l'État lui appartiennent et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Construire de villes nouvelles, les Oliguivilles, ici dans le Wellington, et Oligui, son épouse s'appelle comment? Zita, Oligui Zita, à Makongogno, au détriment des projets de l'État. Je veux dire qu'il faut éviter de faire du hors budget. La gestion, il est militaire, mais la gestion a des principes, des règles. Et vous ne pouvez pas distraire un fonds de l'État sans justifier cela, parce que ça nous rattrape. Vous savez, aujourd'hui, on évite que Omar Bongo ne soit jugé, Kali Bongo ne soit jugé, mais il n'y a rien qui pourrait empêcher dans 100 ans de juger toute cette période, n'est-ce pas, et de jeter l'opprobre sur des gens qui reposent en paix. C'est pourquoi il faut apporter les correctifs nécessaires, il faut éviter de braquer l'État et de ne pas régler, disons, respecter les principes même d'une gestion, d'une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance commence par une éthique du pouvoir, c'est-à-dire que le président doit avoir une éthique. Le pouvoir qu'il a, c'est pas le pouvoir de décider la mort de tel ou tel individu ou de disposer de tel ou tel argent. La première chose, après un procès aussi retentissant, c'est de dire, voilà, nous avons eu tel argent, cet argent, nous l'avons mis au trésor, et c'est ce qui entraîne qu'au budget, on voit dans une ligne budgétaire des fonds récupérés qui vont servir justement à faire nos routes, qui vont servir à acheter des médicaments, qui vont servir à acheter des matériels didactiques, qui vont servir à améliorer les retraites des Gabonaises et des Gabonais, et que dans cet élan, nous appelons le peuple gabonais à nous soutenir pour que vis-à-vis de l'extérieur, tous les fonds qui sont à l'extérieur reviennent, n'est-ce pas? Et que nous allons envoyer des émissaires pour que, justement, là où il y a l'argent de l'État, sans faire de confusion, cet argent revienne pour le développement du pays et que nous ne courions pas après un endettement excessif qui obérerait les capacités futures de nos enfants. D'accord. Monsieur le Président ne saurait terminer cette émission sans que nous nous demandions comment se porte le Parti social-démocrate au sortir de cette élection. Le Parti social-démocrate qui a souffert énormément des dissensions liées à l'instrumentalisation de certains de ses membres, qui se rendent compte que ils ont failli provoquer la disparition de ce parti exemplaire en soi, s'en est quand même bien tiré, malgré les soubresauts. Et cela est dû tout de même au ressaisissement de ses membres qui ont dépassé un certain nombre de dissensions pour privilégier la survie du parti. C'est-à-dire qu'avec un parti qui n'était pas associé étroitement à la gestion de la transition, qui n'a pas bénéficié des subsides de l'État, et donc qui était dans l'incapacité de se mouvoir comme il le faisait avant sur l'ensemble du territoire,
se retrouver avec 2 élus nationaux, un député et un sénateur, se retrouver avec à la mairie centrale de Mila un maire, et se retrouver avec au département de Yaoundé avec un premier vice-président du conseil départemental, donc ce qui suppose des conseillers locaux, est quand même salutaire. Parce que vous voyez bien que tout ce qui était autour du fait de l'hégémonie de l'UDB, s'ils n'en souffrent pas parce qu'ils sont habitués à avaler les couleuvres, devraient se dire qu'ils ont été roulés dans la farine. Je ne voudrais pas parler du vice-président du gouvernement, je ne voudrais pas parler de la présidente du Sénat, je ne voudrais pas parler des hauts conseillers, de hauts représentants personnels du chef de l'État. Je ne voudrais pas parler de l'ancien Premier ministre de la Transition, qui se sont retrouvés gros gens devant comme derrière, complètement désabusés, et se demandant qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère, alors que nous qui étions considérés comme des moutons noirs, nous sommes restés les mêmes, toujours avec un député, toujours avec un sénateur. Depuis l'avènement du multipartisme, le Parti social-démocrate a toujours répondu présent à l'Assemblée nationale. Et depuis l'avènement du Sénat, le Parti social-démocrate a toujours été présent au Sénat, sans discontinuité. Donc, on ne peut pas, dans un pays où on constate beaucoup d'aridité, en dehors de l'UDB, on ne peut pas être fâché de la moisson. Mais nous pouvons dire aussi à ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient proposer des dispositions à l'encontre d'autres partis, ils en ont souffert. Je ne veux pas citer Zakari Miboto, qui voulait absolument que il y ait des conditions drastiques. On se rend bien compte que, à moins que je ne me trompe, il n'y a pas eu beaucoup de ses partisans qui aient été élus en dehors de sa fille, n'est-ce pas? Son beau-fils ayant été balayé. Donc, le PSD se porte bien. Le PSD se porte bien, monsieur le Non, Président. le PSD ne se porte pas plus mal qu'avant, hein, et donc résiste et continue son bonhomme de chemin en méditant sur tout ce qui lui est arrivé et en pardonnant certains travers, mais sans les oublier, et en nous disant que si le pouvoir corrompt, il ne faut pas que cette corruption gangrène la vie des uns et des autres, mais qu'au contraire, que le chef de l'État, lui, ne peut pas se permettre certains écarts, certaines décisions, certaines prises de position, parce que même si on allume Machiavel pour déstabiliser ses adversaires, on peut au moins avoir du respect pour autrui, du respect pour des couples, du respect pour ceux qui ont vécu, comme dit la fameuse chanson ivoirienne. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Pierre Claver-Marangam Savou, ancien vice-président de la République et président du Parti social-démocrate, était notre invité.